pouvoir commencer. C'est avec grand plaisir on se revoit aujourd'hui. Pour cette conférence, on va parler copropriété, énergie en copropriété, vous voyez, ENR, pilotage et amélioration de la performance. C'est un sujet vaste qu'on va avoir avec nous. On va faire un petit tour de table de présentation de nos intervenants et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Thomas, allez, vous pouvez peut-être vous présenter chacun en quelques secondes, en trentaine de secondes, oui. Du coup, moi, je suis Thomas Leclanc, je vous présente la société VTI. Donc, on est fabricant et bureau d'études internes pour tout ce qui est système de ventilation en réhabilitation de logements collectifs. Très bien. Ensuite, on continue avec vous, Stéphane. Oui, bonjour Xavier, bonjour à tous. Donc moi je suis Stéphane Bonaffi, je représente aujourd'hui GRDF, plus particulièrement sur son organisation régionale Île-de-France et en particulier pour venir parler de tous les services d'accompagnement que GRDF propose à destination des copropriétés. Super, merci. Giovanni. Bonjour à tous, donc Giovanni Monti, je dirige une entreprise de chauffage, ventilation, climatisation, mais néanmoins ici, je représente le syndicat du GCCP, c'est-à-dire c'est la branche parisienne de la FFB Grand Paris et qui regroupe toutes les entreprises du génie climatique. Voilà, et Adrien. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Adrien Le Gallet. Je travaille à l'Agence parisienne du climat où j'accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique sur le 19e arrondissement. Voilà, merci à vous d'être pour cette conférence. On a prévu quelques diapos. Alors, on avait, cher public et chers conférenciers, voilà, j'avais un petit chiffre clé déjà à vous présenter. Est-ce que vous savez ce que ça représente, ce chiffre clé? Adrien? Comme ça, non. Non? Alors, je vais vous le dire, c'est 39% des résidences principales en chauffage collectif. Il y en a 5% au fioul, 15% au gaz naturel, 19% au chauffage urbain. Et donc, c'est le mode de chauffage quand même individuel et majoritaire à Paris. Bon, j'ai appris ça récemment. Je pensais que c'était que du chauffage collectif, mais non, il reste quand même pas mal de chauffage individuel. D'ailleurs, on va parler de ces deux sujets ensemble pendant cette conférence, chauffage collectif et chauffage individuel. Alors, Adrien, pour commencer, on voulait vous accompagner les copropriétaires en tant qu'espace France Rénov'. Et concrètement, quel est l'intérêt d'être accompagné par l'Agence parisienne du climat et quelle mission portez-vous alors? Alors déjà, l'Agence parisienne du climat, très rapidement, donc on est une association qui a été créée en 2011 par la ville de Paris pour mettre en place le plan climat de la ville aux côtés de l'ADEME. Et donc on est rapidement devenu le guichet unique de la rénovation énergétique sur Paris. Et donc à ce titre, on accompagne gratuitement et de façon complètement neutre et indépendante les particuliers et les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. On les accompagne. Alors, je ne sais pas si la slide. On va mettre mettre. Voilà. Et donc, du coup, j'étais sur la deuxième slide. On les accompagne via un outil qui s'appelle Coach CoPro, donc que vous connaissez peut-être déjà. Donc, c'est une plateforme en ligne d'accompagnement des copropriétés vers leur projet de rénovation énergétique. Et donc, Coach CoPro, ça permet beaucoup de choses. La première, c'est justement d'avoir un accompagnement personnalisé au niveau de la copropriété. Donc, une fois que la copropriété s'inscrit sur le site, un conseiller ou une conseillère l'accompagne gratuitement. Et donc, effectivement, le plus en amont possible du projet, c'est idéal puisque ça permet déjà de bien qualifier la demande de la copropriété et ensuite d'avoir un accompagnement qui soit adapté pour derrière avoir un projet qui est cohérent. Donc ça, c'est le premier point. J'y reviendrai un petit peu plus par la suite. Ensuite, sur Coach CoPro, et ça, c'est alors toujours sur la slide d'avant, pardon. Toujours sur Coach CoPro, il y a beaucoup de ressources et de documentation qui sont accessibles pour tout le monde, pas uniquement pour les copropriétés, aussi pour les professionnels qui permettent de s'informer, de se sensibiliser sur les questions de rénovation énergétique, mais pas que. On a par exemple des sujets sur la végétalisation, mais en tout cas, voilà, beaucoup de contenu à aller regarder. Il y a également un annuaire des professionnels de la rénovation énergétique. Donc ça permet pour les copropriétés de très facilement rechercher des prestations de professionnels qui sont qualifiés, puisqu'ils se sont engagés aussi à respecter une charte d'affiliation Coach CoPro. Et donc ça, c'est vraiment aidant pour les copropriétaires, mais aussi pour les syndics qui veulent rechercher des prestations. Et enfin, il y a des sessions d'information, de formation, enfin voilà, à destination des copropriétaires qui permettent de se former en continu sur ces sujets.
Je voulais ensuite parler des différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique globale. Donc ça, c'est dans l'idéal. Parfois, il n'y a pas le temps de développer autant le projet quand on est dans l'urgence, par exemple. Mais idéalement, quand on peut anticiper, on est sur un projet de rénovation globale qui va durer entre 3 et 5 ans, du début jusqu'à la fin. Et donc là, on voit vraiment l'importance d'être accompagné par un conseiller, puisqu'on est sur des projets longs avec une multitude d'acteurs qui vont intervenir, des projets coûteux aussi. Et donc voilà, c'est primordial d'être bien accompagné dès le début. Vous vous accompagnez sur toute la longueur du projet, sur les 3 ans? Alors, plutôt sur la phase en amont du diagnostic et pendant le diagnostic, si la copropriété va sur une conception du projet, dans ce cas-là, ça sera plutôt le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va suivre de près la copropriété. On sera quand même toujours là en cas de besoin. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un projet le plus global possible pour derrière qu'il y ait des bénéfices importants pour la copropriété, notamment en termes de réduction des factures, en termes de confort des habitants et aussi pour avoir un maximum d'aide financière également. Je voulais rapidement parler des 3 phases aussi d'un projet de rénovation globale. Donc le diagnostic, idéalement, c'est une phase qui ne doit pas se louper. C'est là où on va vraiment étudier les consommations énergétiques de la copropriété, regarder l'état de sa structure, son entretien, et ensuite avoir des préconisations de travaux qui permettent idéalement d'avoir des gains énergétiques importants. Une fois que le diagnostic y est passé, donc ça dure à peu près 1 an, ça peut durer un peu plus, un peu moins, on va dans une phase de conception du projet, si la copropriété souhaite étudier vraiment un projet. Et donc là, il va y avoir un maître d'œuvre qui va intervenir, donc typiquement un architecte et un bureau d'études, par exemple, qui va vraiment définir et concrétiser le projet poste par poste pour avoir un programme qui soit prêt à être voté pour les copropriétaires. Et donc, il y a aussi l'AMO qui intervient lors de cette phase-là, qui va s'occuper plutôt de L'assistance à maîtrise d'ouvrage. c'est ça, l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va s'occuper de sécuriser d'un point de vue financier le projet en faisant des plans de financement individuels, la demande de subventions, etc. Et comme j'ai dit, du coup, il a un peu un rôle de tiers de confiance aussi, puisqu'il va suivre de près la copropriété, faire le lien avec le maître d'œuvre quand c'est nécessaire, etc. Et donc, suite à cette phase-là, vous avez la dernière phase qui est la réalisation des travaux, donc le chantier. Donc, on est plus sur des durées un peu aléatoires, entre 2 et 3 ans, donc ça peut être plus aussi. Donc là, l'AMO et le maître d'œuvre continuent d'accompagner la copropriété jusqu'au bout. Voilà, les copropriétaires commencent à avoir l'habitude de ces schémas, hein, mais pour rappeler, c'est 5 ans environ. C'est ça, environ 5 ans, entre 3 et 5 ans. Et puis, avant, il y a eu une période de maturation sur laquelle on a réfléchi, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc, c'est ça. on est souvent beaucoup plus long que ça en termes de projet. Exactement. Avant le diagnostic, il y a souvent un temps long qui est fait avec le conseiller et la copropriété pour justement renseigner, informer les copropriétaires sur le sujet avant qu'ils passent en phase de diagnostic. Ouais. Je ne veux pas vous coller, mais sur la partie avant le diagnostic, vous passez combien de temps avec les copropriétaires en moyenne? Ça dépend. Certaines nous contactent directement pour le diagnostic, puisqu'on est aussi la porte d'entrée à Paris pour les aides qui concernent le diagnostic technique global. Donc parfois, on est contacté directement, mais idéalement, effectivement, on est contacté bien en amont par une personne du conseil syndical, par exemple, qui se pose la question de sa copropriété, de la rénovation énergétique. Et parfois, ça peut durer 1 ou 2 ans avant de rentrer dans une phase de diagnostic. Voilà, alors très bien. Vous avez une autre diapo peut-être? Ouais, j'avais une dernière diapo sur la démarche ENR Choix. Voilà. Je voulais un petit peu parler dans les grandes lignes de cette démarche-là. Donc, c'est une démarche qui a été mise en place par l'ADEME, qui vise un peu aussi qui visait à accompagner les collectivités sur leur politique de rénovation énergétique. Et nous, en tant qu'Espace France Rénov', ça nous sert aussi un petit peu à accompagner les copropriétés. C'est pas forcément adaptable à toutes les situations, mais idéalement, ce que dit cette démarche, c'est que avant de penser directement au système de chauffage, c'est important de penser à la réduction des consommations énergétiques, notamment via la sobriété, avec l'adaptation des usages, des comportements dans le logement et dans le bâtiment, avec l'efficacité énergétique. Donc ça va être tout ce qui est isolation, donc travailler sur l'enveloppe du bâtiment pour réduire aussi les besoins de chauffage. Et puis une fois que ça c'est réalisé, dans ce cas-là, penser à un système de chauffage qui soit adapté. Et donc là, ce que dit la démarche ENR Choix, c'est de prioriser le raccordement à un réseau de chaleur, si celui-ci existe. Sur Paris, il existe évidemment. Il n'est pas encore présent sur tous les territoires, mais il y a une volonté quand même qu'un maximum de copropriétés soient raccordées. Et donc, il y a des zones de raccordement prioritaires. Et si une copropriété se situe dans cette zone, dans ce cas-là, elle doit étudier en priorité son raccordement.
Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, il y a d'autres types d'énergie renouvelable qui sont à étudier. Mais donc ça, voilà, ça se fait en fonction de la copropriété, des contraintes techniques aussi qu'il peut y avoir. Et donc ça, c'est le travail d'un diagnostiqueur et d'un bureau d'études par la suite. Oui, la sobriété, tiens Giovanni, je vous pose une petite question, c'est la température de consigne. Là, j'ai poussé un peu le chauffage d'ailleurs, là, pour qu'on récupère quelques degrés, parce que ce bâtiment n'avait pas été chauffé. Est-ce que vous travaillez avec plein de copropriétés, est-ce que les gens respectent cette température de consigne? C'est 19 degrés, je crois. La température légale est de 19 degrés. Ceci dit, en fonction d'état de santé des personnes, du mode de vie également, 19 degrés, ça paraît un peu juste. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est plus sur des tendances à 20-21 degrés ambiants Ouais, aujourd'hui. ça c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. Voilà, donc la sobriété, il y a encore une démarche, Adrien, effectivement, de sensibilisation du public, hein, parce que ça veut dire aussi mettre un plus, changer un peu de fonctionnement aussi dans son logement. C'est ça, c'est tout ce qui est éco-geste aussi pour. Alors il y a certaines personnes qui se privent déjà hein, d'énergie, donc bon c'est pas pour toutes les personnes, mais effectivement la question des éco-gestes c'est important. Et à l'Agence parisienne du climat, on a aussi pas mal d'animations sur ces sujets-là pour réduire ses consommations dans le logement. Alors, Morgane, on va présenter. J'avais un petit slide avec un petit quiz pour vous, hein, tiens, pour vous mettre en forme. Merci Adrien pour cette introduction. J'avais un petit quiz qu'on va pouvoir mettre qui était juste avant la présentation d'Adrien. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît, Morgane. Voilà. Allez, donc vous avez le Slido qui s'est affiché. Donc vous n'avez pas pris vos téléphones portables, les conférenciers. Donc on va vous laisser répondre. Donc dans votre copropriété, quel est aujourd'hui votre principal enjeu énergétique? Vous voyez, vous scannez et vous avez plusieurs réponses. Réduire les charges de chauffage, comprendre les solutions ONR adaptées, mieux piloter les installations. Je vous laisse cliquer, hein. Répondre aux urgences techniques, obtenir un accompagnement clair pour décider. Allez, à vos claviers, je vous laisse cliquer et choisir les choix que vous voulez faire. Voilà, vous voyez là les choses se mettent aussi à distance. Alors quand ceux qui êtes à distance, comme c'est la première fois que vous faites, il faut se roder aussi notre public. Il faut que vous scanniez l'écran avec votre smartphone, hein, sinon vous n'y arrivez pas. Et c'est la meilleure des choses à faire pour vous. Donc là, il y avait possibilité, vous voyez, de répondre d'avoir plusieurs réponses possibles hein, pour le public. Voilà, on a avancé, on y est à peu près au bout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Adrien? Tiens, pour vous donner, c'est réduire là le temps que ça se mette, mais finalement ils sont dans l'ordre. Hein, c'est réduire les charges de chauffage, c'est le premier, c'est le thème de la conférence d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on constate aussi nous quand on accompagne les particuliers, les copropriétés, c'est souvent ce qui revient en premier. C'est pourquoi faire de la rénovation énergétique, c'est typiquement la question de la réduction des charges de chauffage, l'aspect financier. Ouais, on vous laisse continuer à saisir. Hein. Pilotage ça c'est un sujet que vous défendez aussi, Giovanni, le pilotage des installations existantes. C'est intéressant de voir qu'il arrive en second, ce sujet-là. Alors oui, c'est intéressant. C'est intéressant pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a à la fois le système de connectivité des installations à distance qui nous permettent de piloter, on y reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus, mais il y a aussi le fait aussi que dans les contrats d'entretien, le pilotage sur site est important. Et c'est pour ça que là aussi, il faut des contrats adaptés aux besoins des copropriétés et pas toujours rechercher un prix low cost. Voilà, et pour vous, Stéphane, aussi, et Thomas, vous êtes les deux, c'est des aspects techniques. Là, je vois aussi répondre aux urgences techniques, chaufferie, ventilation. C'est des sujets finalement sur lesquels on vous attend. Oui, et puis moi, quand je regarde les résultats en fait du sondage là, que vous avez fait en ligne, on s'imagine bien en fait que quand on est dans le temps de la copropriété, on est dans des temps à un moment donné de décision, comme l'évoquait Adrien, quand il y a des problématiques de travaux, une chaufferie qui arrive en fin de vie, des questions à se poser.
Et puis, il y a tout le reste du temps, en fait, où on n'est pas en travaux et où le deuxième thème, mieux piloter les installations existantes, arrive. Et pour moi, ce sujet-là, il est en lien direct avec toutes les opérations d'entretien-maintenance, de performance des installations, et un thème dont on reparlera tout à l'heure, qui est l'optimisation des installations techniques. Donc pour moi, ça fait complètement sens, si vous voulez, avec l'accompagnement qu'on propose également chez GRDF. Thomas, aussi sur la partie des urgences techniques, sur la ventilation, ça arrive des urgences techniques? Oui, on va avoir des urgences techniques. Après, sur la partie ventilation, en fait, le problème, c'est qu'on a deux sujets, nous, à traiter. Il y a le sujet des économies d'énergie, mais aussi le sujet de la santé. En gros, de santé du bâtiment, mais aussi surtout de la santé des gens. En gros, quand un bâtiment est mal ventilé, forcément, il y a un impact assez clair. On présentera un peu plus profondément tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu de santé publique sur cette partie-là. Voilà, on y reviendra, mais puis je finis aussi comprendre les solutions ONR. D'ailleurs, ça faisait partie du thème de la conférence. C'est pas la première qui arrive en termes d'intérêt du public. Voilà. Allez, on va avancer donc avec vous, Giovanni. Je voulais vous poser une question. Effectivement, on a cette question de agir dans l'urgence. Ou planifier les travaux, hein. On voit sur les chaufferies, sur les systèmes de chauffage, souvent les copropriétaires agissent au dernier moment, ça coûte plus cher, on fait pas ce qu'on veut, alors que si on planifie, on peut faire des choses différentes. Donc vous êtes confrontés à cette dualité qu'ont souvent les copropriétaires, et donc qu'est-ce que vous préconisez et comment vous réagissez? Déjà, je pense qu'il faut clarifier les choses. C'est-à-dire que la copropriété agisse en fonction du fonctionnement de leur chaufferie. Et celle-ci, vieillissante, ne nous donne pas toujours le temps de réagir. Mais avant tout, c'est de savoir quelle énergie on va pouvoir mettre en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, on parle de différentes... On met en avant certaines énergies, mais on ne parle pas du mix énergétique. C'est dommage parce que en fonction des situations, en fonction de la localisation, il y a des énergies qu'on ne peut pas mettre en place, d'autres, oui. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu peut-être évoquer ici les 3 énergies un peu courantes en région parisienne. On n'a pas mis le fuel exprès parce que c'est vrai que sur Paris intramuros, le fuel semble être banni, même si aujourd'hui... Il semble où il est banni alors? Est-ce qu'on peut installer encore des chaufferies, est-ce qu'on peut mettre du fioul? on a encore des chaufferies fuel. Il y a encore des chaufferies fioul. Voilà. Et on peut plus installer du... Voilà. Par contre, on passe sur certaines chaufferies fuel, elles passent en biofuel. Donc là aussi, on a des performances qui ne sont pas négligeables, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que ça reste très, très réduit sur Paris. Alors le gaz, pour en venir, c'est peut-être l'énergie majoritairement utilisée. Alors c'est vrai que des fois, il y a un paradoxe, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz, il émet beaucoup de CO2, donc c'est un peu, dans les politiques environnementales, c'est un peu exclu. Puis c'est vrai que les DPE le pénalisent quelque peu. Ceci dit, c'est peut-être l'énergie que maîtrisent le mieux les installateurs aujourd'hui. Et le matériel qu'on installe aujourd'hui est extrêmement performant au gaz. Bon, il ne faut pas oublier non plus, GRDF abordera certainement le sujet, qu'aujourd'hui, il y a une tendance à reverdir le gaz pour des gaz à effet de serre nettement réduits par rapport au gaz fossile. Donc tout ça va dans le bon sens. Ça permet aussi, là aussi, d'améliorer l'étiquette énergétique plus tard des bâtiments. Mais en tout cas, ce n'est pas une énergie à exclure, contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias. Le réseau de chaleur, alors Adrien, on en a parlé, c'est-à-dire que c'est vrai que dans Paris, il y a une mise en place du réseau de chaleur qui est basée sur comment dire, le fait de brûler des ordures, de récupérer cette énergie et de l'utiliser. Malheureusement, le réseau de chaleur à Paris ne couvre pas tout Paris. Donc il y a des zones qui sont prioritaires, il y en a d'autres qui ne sont pas desservies. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi par rapport à la localisation. Il y a 2 contraintes aujourd'hui majeures.
La ville de Paris souhaite que les bâtiments soient raccordés au réseau de chaleur. Ça, c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, tout dépend où se situe le réseau de chaleur. Si l'immeuble est à moins de 60 mètres du bâtiment concerné, là, il y a une possibilité de se raccorder. Il y a une volonté d'ailleurs de vouloir se raccorder sur le réseau de chaleur. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je vais utiliser le terme CPCU puisque c'est l'organisme qui gère le réseau de chaleur à Paris Intramuros. Peut-être que ce nom va changer puisque l'opérateur aujourd'hui, Engie, qui était l'opérateur historique, a perdu le marché de la concession. Et donc, c'est maintenant un consortium d'Alkia, Eiffage et RATP qui ont remporté le marché. Donc, il va y avoir là aussi une restructuration, peut-être un changement de nom. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles par rapport à ce nouveau projet. Oui, puis là, il y a un an de délai aussi de raccordement. Donc, il y a un peu de délai quand même. Hein, ça se fait pas 5 minutes. Exactement. Il y a des travaux Exactement. Aujourd'hui, d'infrastructure. on parle quand même de raccordement possible en 2027, Ouais. 2028. Ouais. Donc, et quand il y a des urgences, il faut Ouais, raisonner un petit peu autrement. Et puis, la CPCU donc, avait fixé un barème que toutes les chaufferies de moins de 100 kW de puissance n'étaient pas viables au raccordement du réseau de chaleur. Donc voilà, c'est C'est combien de logements, 100 kilowatts parce que notre public qui nous écoute, c'est pas forcément ce que ça représente. oui. Oh, bah, disons 100 kW, ça va être 10-12 logements. Ouais. En dessous de 10-12 logements, on se pose la Ouais, question ils de. vont pas, quoi. Ouais. Ils vont pas. Après, il y a l'électricité, la pompe à chaleur. Alors ça, c'est très, très en vogue, bien évidemment. Quand on parle d'électricité, on peut penser aussi à chaudière électrique. Mais je pense que les chaudières électriques fournissant la chaleur dans un bâtiment, c'est à exclure parce que pour des raisons économiques, c'est extrêmement onéreux. Par contre, la pompe à chaleur, bah, elle, c'est un bon produit, mais là encore, il va falloir travailler sur plusieurs thématiques. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut installer une pompe à chaleur dans l'immeuble? Paris Intramuros, ça commence à être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, il faut étudier. Oui, parce qu'il y a des questions de nuisance là. Quand Les une nuisances chaleur, c'est sonores. du bruit, il faut avoir une toiture sur laquelle on peut poser c'est plutôt ça, c'est une toiture pour poser la pompe à chaleur. Exactement. Donc, il faut étudier la chose. Est-ce qu'une pompe à chaleur fournissant la totalité des besoins de l'immeuble, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est performant? Ça aussi, c'est des études qu'il faut mener avec précision. Parce que des fois sur les toits, il y a aussi, ça c'est pour faire rebondir Thomas, il y a la ventilation aussi sur les toits hein, qui intervient. Donc finalement, on peut pas forcément installer des pompes à chaleur sur les toitures. Bah, en fait, on doit s'adapter aux contraintes, donc c'est vrai que c'est souvent un consensus enfin, quand on fait un projet, on doit prendre en compte toutes ces choses-là, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Il y a aussi le phénomène hybride, c'est-à-dire que la pompe à chaleur va venir en relève d'une chaudière gaz, par exemple. Ça, c'est possible aussi, mais encore une fois, il faut étudier l'environnement, il faut étudier la performance du bâtiment. Enfin, il y a vraiment une étude technique à mener. Alors hybride, là, il y a beaucoup de mots, hein, on vous donne beaucoup d'informations, là, cher public. Hybride, ça veut dire qu'il y a la pompe à chaleur, et puis quand il fait trop froid, c'est le système chaufferie-gaz qui reprend le relais. Hein. C'est ça. On a deux systèmes de chauffage en parallèle, et on prend celui qui est le plus rentable au moment où on s'en sert. Hein. C'est ça. Exactement. Après, c'est pour ça qu'il faut une étude précise, parce que, par exemple, une pompe à chaleur peut desservir que l'eau chaude sanitaire. Et on laisse à la chaudière fournir le chauffage. Mais si on a un chauffage par le sol, bah, la pompe à chaleur peut aussi assumer en demi-saison le réchauffement du bâtiment. Donc voilà, il y a des études à mener et il ne faut pas négliger cette partie-là, mais il y a des contraintes géographiques et des contraintes aussi de bâtiment pour voir si c'est compatible. Voilà, il y avait d'autres diapos, mais vous avez à peu près tout dit. Alors, on peut revenir là peut-être sur cette slide. C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie chauffage eau chaude sanitaire, ça représente quand même un pourcentage important du budget
du bâtiment, hein. Et il y a il y a une petite coquille, c'est 50% de la consommation d'énergie de l'immeuble, le chauffage, c'est 50% du budget, hein, de la C'est ça. copropriété, hein. C'est ça. Donc, après, ça dépend aussi de plusieurs choses. Ça dépend aussi de l'âge des installations, ça dépend de l'inertie du bâtiment. Il y a beaucoup de facteurs qui vont permettre de dire, oui, notre chauffage va consommer, surconsommer ou moins consommer. Donc, c'est vraiment et c'est pour ça que quand il y a une rénovation à prévoir dans un bâtiment, faut pas négliger cet aspect parce que si on rénove, par exemple, avant une rénovation globale, si on rénove la chaufferie, on va en fait tenir compte des paramètres existants et là, on risque d'être dans une chaufferie surpuissante. Si par exemple, on prévoit, mais alors, comme le disait Adrien, comme le timing est long pour programmer une rénovation globale, là aussi, il faudrait isoler d'abord le bâtiment, il faudrait lui donner les caractéristiques propres à diminuer l'inertie de ce bâtiment pour calculer une chaufferie extrêmement précise au niveau puissance. Mais en règle générale, ça ne se passe pas comme ça. La chaufferie devient presque prioritaire parce qu'elle permet aussi des économies immédiates. Mais en tout cas, on va rénover avec une chaufferie qui va être surpuissante par rapport au bâtiment s'il est rénové par la suite. Ouais, donc là, des coûts qui sont engagés Ah oui. un peu inutiles. Merci Giovanni là, de cet état des lieux. Mais finalement, la transition est toute faite pour Stéphane. Pour vous, on disait donc là, on voit cette dualité entre travaux lourds, importants, mais qui ont besoin d'être planifiés, et puis intervenir plus rapidement sans travaux lourds. Et vous, chez GRDF, c'est quelque chose que vous proposez. Vous accompagnez les copropriétés et vous pouvez optimiser le système de chauffage quelquefois sans travaux lourds. Alors effectivement, on a un certain nombre de services d'accompagnement que fait GRDF. Alors je profite peut-être de votre tribune en fait pour resituer ces services d'accompagnement et où est-ce qu'ils se situent dans, si je puis dire, la galaxie des différentes sociétés intervenantes. Parce que pour être très pragmatique, quand une copropriété va avoir un sujet de travaux ou de réflexion sur sa chaufferie, elle va pouvoir se tourner vers des sociétés d'exploitation maintenance, comme la société de Giovanni. Elle va pouvoir s'adresser à des guichets des agences locales de l'énergie, comme Adrien le représente. Elle va pouvoir s'adresser aussi à des bureaux d'études. Et donc, en fait, que fait GRDF là-dedans et comment il s'intègre là-dedans? On peut s'adresser aussi à des bureaux d'études. Nous, chez GRDF, parmi nos missions, nous en avons une qui est d'aider nos clients consommateurs à mettre des systèmes qui consomment moins d'énergie et qui décarbonent. Voilà. Par contre, on n'a pas vocation à se substituer à des professionnels dans chacune de leurs parties. Donc, j'allais dire que nous, on arrive plutôt dans une phase un petit peu en amont pour dégrossir un petit peu les sujets. Votre sondage le montrait tout à l'heure. La première préoccupation des copropriétés, c'est le budget, la maîtrise de ses charges. Donc chez GRDF, on propose un premier accompagnement par nos expertises techniques, c'est-à-dire par nos ingénieurs en efficacité énergétique, pour aller dégrossir un petit peu le sujet. C'est-à-dire regarder globalement par rapport à une chaufferie existante, l'énergie qu'elle utilise au départ, les types d'énergie qu'elle peut utiliser demain, les ENR qu'elle peut venir compléter. Et dégrossir le sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une photographie assez synthétique de ces éléments techniques et de ces éléments budgétaires. Charge après à la copropriété d'aller justement s'adresser plutôt à des spécialistes, bureaux d'études, exploitants, agences locales de l'énergie, pour aller plus loin. Mais nous offrons ce premier service pour mettre le pied à l'étrier et avancer. Alors, ce premier service, c'est un service public dans le sens où cet accompagnement, il est gratuit. Il est limité, on va dire, dans son périmètre, mais il est gratuit et il est justement là pour aider et éclairer les copropriétés sur quelle peut être la direction de demain. Voilà. Que ce soit chauffage individuel ou chauffage collectif? Alors, que ce soit chauffage individuel et chauffage collectif,
Sachant que on va pas se poser les mêmes questions en fonction de ces deux configurations-là. On va pas s'intéresser aux mêmes problématiques techniques, même si, comme le disait Giovanni juste avant moi, on a quand même certains éléments techniques qui vont se ressembler entre les chaudières d'ancienne génération, l'arrivée de la condensation, l'hybridation, les réseaux de chaleur. Voilà. Le panel de solutions techniques va quand même se recroiser un petit peu, mais l'accompagnement va être un petit peu différent. Voilà. Donc nous, on a ce premier accompagnement. Donc c'est un accompagnement qui vise déjà à faciliter l'accès à l'information. Alors pour les copropriétés, comment nous procédons ? Bien sûr, on ne va pas mettre un correspondant de GRDF en face de chaque copropriété. Donc, si une copropriété a aujourd'hui un sujet lié à sa rénovation ou se pose des questions au niveau de sa consommation énergétique, on l'invite à passer par l'intermédiaire de son syndic auprès duquel nous avons mis un relais direct au niveau de GRDF. Donc, c'est ça que nous appelons l'accompagnement humain, c'est-à-dire de faciliter cet accès à l'information. GRDF est une entreprise de proximité, donc elle veut aussi apporter cette proximité aux copropriétés. L'accompagnement technique, ça c'est un accompagnement dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire que nous avons en interne chez GRDF une expertise technique. Cette expertise technique, elle est sur le fait que nous sommes un petit peu à l'écoute des dernières évolutions normatives, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Et donc nous avons dans nos effectifs en fait cette expertise technique que nous apportons déjà aux professionnels, en particulier au bureau d'études, mais nous pouvons aussi apporter en direct cette expertise auprès d'une copropriété qui en ferait la demande. Et enfin, notre accompagnement financier. Alors, quand on dit accompagnement financier, qu'est-ce que ça veut dire pour GRDF ? GRDF, dans sa mission d'aider ses clients à décarboner, a mis en place des aides spécifiques à destination des copropriétés. Donc, c'est des aides qui viennent se cumuler par rapport à des aides publiques. Ça va être des aides qui vont porter sur les études techniques et ça peut même être des aides liées à l'installation de nouveaux équipements qui vont moins consommer en fonction de la taille de la copropriété. Voilà. Donc, c'est au travers de ce triptyque, Xavier, d'accompagnement humain, technique et financier en amont des projets et au contact des professionnels qu'aujourd'hui, GRDF accompagne les copropriétés. Voilà, justement, j'ai une question pour vous, pour GRDF. Ça, c'est le public. Hein, vous pouvez saisir vos questions sur la plateforme. Très bonne initiative. Cependant, sous combien de temps nous pouvons avoir des docs de synthèse de votre part ? Effectivement, c'est quoi le planning ? Je suis un copropriétaire, je me dis, tiens, je viens de vous écouter, je vous appelle. Dans combien de temps j'ai la synthèse ? Alors, on est chez GRDF organisé de façon régionale. Donc, moi, aujourd'hui, ici, je représente l'Île-de-France et nous avons la même organisation dans les régions, en province. Ça veut dire qu'on a mis en place une organisation qui est à taille humaine. Moi, pour être très pratique, hein, le service technique, c'est 2 bureaux à côté de moi, si vous voulez. Donc, quand une copropriété va nous consulter, on va être capable de faire preuve de réactivité tout à fait raisonnable, en fait, pour pouvoir aider et accompagner un projet pour éclairer. Comme on le disait après, hein, la copropriété est souvent dans sa prise de décision dans le temps long. Il faut faire une assemblée générale, il faut éventuellement faire une assemblée générale extraordinaire. Donc, je rassurais ici toutes les copropriétés qui peuvent s'adresser à nous. Je pense que la réactivité de GRDF sera tout à fait compatible avec le pas de temps et de la vie en copropriété. Voilà. Ouais. Et pour donner une échelle de temps comme ça Pour donner une échelle de temps, je pense que par rapport à une demande que l'on va nous transmettre, je pense qu'en 3 semaines, on va pouvoir regarder un sujet, quoi. Ah oui, oui. Donc, on est franchement sur des délais qui sont rapide, ouais. qui peuvent être absolument rapides, quoi. Voilà. Alors là, vous avez un petit. Alors, je précise au public, on fait un petit deal, hein, vous savez, Stéphane, avec le public, Thomas aussi. C'est qu'en fin de conférence, on vous envoie la présentation en contrepartie de la réponse au questionnaire de satisfaction. Donc, vous aurez les diapos, parce que là, c'est écrit tout petit. Hein, je vous mets au défi d'arriver à lire. Oui, je suis désolé. Ce qui est écrit en bas, mais... Alors, on va parler peut-être plus globalement de cette slide-là, en correspondance par rapport justement au sondage que vous avez fait tout à l'heure. Le sondage que vous avez fait tout à l'heure, il donnait en premier lieu la maîtrise des charges.
et en deuxième lieu, la maîtrise de ces installations techniques. Donc, pour moi, ça évoque deux choses. Ça évoque le fait qu'à un moment donné, une copropriété va se poser une question parce qu'elle va se poser une question de rénovation de ses installations techniques, et en particulier quand on est en chauffage collectif. Mais tout au long cours de la durée de vie d'une chaufferie on va dire entre 15 et 25 ans, on va se poser la question en fait de la maîtrise de ses charges. Et là, on n'est plus dans des aspects de travaux, on est dans des aspects d'optimisation. Voilà. Alors, quand vous êtes sur des aspects d'optimisation, donc là, on concerne plus particulièrement le chauffage collectif, vous pouvez avoir des très grosses copropriétés qui vont souvent, de mon expérience personnelle, se doter de contrats de performance énergétique avec des exploitants, c'est-à-dire des exploitants vont avoir des engagements de résultats. Et puis vous allez avoir un très grand nombre de copropriétés qui ne vont pas rentrer dans ces contrats aussi engageants, qui vont être des simples contrats d'entretien. Je dis simple, pourquoi ? Parce qu'on va être plutôt sur des contrats d'obligation de moyens, où un exploitant va exposer par rapport à des équipements dans une chaufferie une gamme de maintenance et dire moi je vais venir tant de fois par an pour entretenir le brûleur, la chaufferie, la pompe et différents éléments techniques. Voilà. Quand on est dans cette configuration-là, on n'a pas forcément une vision de est-ce que ma chaufferie collective, elle consomme correctement. Et chez GRDF, nous pouvons vous apposer, encore une fois, en amont de ce type de réflexion, une aide à la décision, dans le sens que nous avons une vision sur les points de livraison et donc sur les consommations des copropriétés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une copropriété peut nous questionner, et là aussi on peut répondre dans des délais raisonnables, pour voir si son niveau de consommation, par rapport à une copropriété comparable en termes de nombre de logements, en termes de surface, se situe en fait dans une moyenne de consommation. Parce que l'exploitant n'aura pas toujours forcément la vision de ces données-là. Et à partir de ces données-là, donc nous pouvons faire un premier diagnostic pour dire si on est normal ou si on a une dérive. Et si on a une dérive, encore une fois, GRDF va pouvoir apporter une première expertise technique pour donner des pistes d'amélioration, d'optimisation, comme c'est écrit là, sur le fonctionnement de la chaufferie. Et ce, bien sûr, nous allons faire en complète partage d'informations avec la société d'entretien-maintenance qui s'occupe de la chaufferie. Voilà. Donc c'est un service complémentaire à l'accompagnement travaux, c'est pour ça que je voulais y revenir aujourd'hui dessus. Que propose GRDF ? Parce que le temps des travaux, c'est un temps fort, mais ponctuel, et ensuite, il y a tout le temps dans la durée entre deux phases de travaux. Voilà. Et donc GRDF veut accompagner les copropriétés tout au long de la vie de leurs installations. Donc là, je vois, il y a 10 points là, dans cette liste. Ils sont par ordre d'intérêt en termes d'économie, c'est ça ? Alors, on a mis, alors je suis désolé, effectivement, c'est écrit petit, on a mis en face de ces différents points des niveaux de gains potentiels que l'on peut avoir sur ces différentes facteurs, j'allais dire, d'optimisation quand vous êtes dans un système de chaufferie collective. Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes dans le système de chaufferie collective, si on veut le regarder de façon très macroscopique, vous allez avoir des éléments d'optimisation dans la chaufferie en elle-même, parce que vous allez régler les organes de distribution, de débit, etc. Vous allez avoir des éléments d'optimisation dans tout ce qu'on appelle le réseau de distribution du chauffage, c'est-à-dire par rapport à un point central qui chauffe. Est-ce que, vous parliez de 19 degrés tout à l'heure, est-ce que j'ai mes fameux 19 degrés un petit peu partout ? Ou est-ce que j'ai 25 à droite et j'ai 15 à gauche ? Auquel cas, ça veut dire qu'en fait, il faut ce qu'on appelle équilibrer l'installation. Et cet équilibrage de l'installation, du réseau de distribution, ça fait aussi partie des leviers d'optimisation que l'on peut avoir. Et pour faire la mesure et la vérification de tout ça, un des points essentiels, c'est d'avoir des points de relevé de température dans certains appartements témoins, dans une chaufferie, dans une copropriété, pardon. Et avec tous ces leviers, tout cet ensemble de leviers, je ne sais pas s'il faut les regarder d'un point de vue de leur mettre un ordre, mais il faut plutôt les regarder de façon complémentaire, en se disant que c'est l'ensemble en fait de ces points qui constituent autant de leviers vers lesquels on va pouvoir aller vers de l'optimisation et sans engager de coûts de travaux. Est-ce qu'on a une idée, peut-être une dernière question, puis on va avancer parce qu'après on a d'autres choses à voir, mais est-ce qu'on a une idée
en moyenne, quand vous intervenez comme ça, c'est quoi les pourcentages d'économies qui sont très vite réalisés par une copropriété? Vous avez quelques chiffres là-dessus? Alors, j'allais dire intuitivement, comme ça, quand vous êtes sur une copropriété, vous avez un exploitant à qui vous avez confié un mandat pour piloter vos installations. Et quand vous êtes une copropriété sur laquelle vous n'avez pas confié ce mandat, mais vous êtes dans un simple contrat d'entretien, vous avez assez naturellement 15% d'écart. Ouais. Et à minima, j'allais dire, par rapport à une consommation comparative, quoi. Giovanni, oui, on est d'accord là-dessus, oui, sur ce chiffre? Bien évidemment, après, si la chaufferie est rénovée, déjà, on peut améliorer de façon significative déjà les dépenses de chauffage. Voilà, mais là, c'était sans rénovation. Merci Stéphane là, pour cette présentation très claire. Là, on voit qu'on peut faire plein de choses en amont, avant de commencer la rénovation lourde, mais parce que la rénovation lourde, c'est le temps long, donc autant le faire le plus rapidement possible et vous faire intervenir rapidement. Je vais continuer avec vous, Thomas. On va parler ventilation maintenant. Effectivement, quand on intervient dans l'énergie, on ne pense pas souvent à la ventilation, alors qu'elle joue un rôle important, même stratégique dans le parti chauffage. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis surtout, il y a besoin de faire un diagnostic sérieux en amont pour savoir si cette ventilation fonctionne correctement. Ouais, tout à fait. En fait, en gros, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, bon, là, on évoque surtout le nombre d'étages, le type de logement. Ça va être pour tout ce qui est dimensionnement, la configuration du bâtiment, si les toitures sont encombrées ou non, si elles sont plates ou en pente. Bon, il y a d'autres diapos qui vont expliquer un peu les choses, mais ça va être aussi le type de conduit, le type de système de production d'eau chaude ou de chauffage. Aujourd'hui, on intervient sur tout type de bâtiments. On a des bâtiments des années 1900 qui ont des conduits individuels, qui sont parfois pas équipés de conduits dans toutes les pièces d'eau nécessaires à l'installation et la mise en œuvre d'une ventilation générale et permanente par balayage. Du coup, on va devoir s'adapter un peu à l'année de construction du bâtiment et à toutes ces configurations-là. Tout à l'heure, comme tu le disais, en fait, oui, effectivement, il y a la ventilation est souvent le petit oublié de la rénovation énergétique. Donc, généralement, plus ça va et plus on est consulté en amont des projets. Mais il y a un temps où la ventilation n'était pas forcément traitée de façon mécanique. On gardait les systèmes existants et on se rendait compte plus souvent d'un manque de ventilation et du coup de problèmes au niveau du bâti. Donc, l'humidité représentée par des moisissures ou dégradation du bâtiment en général, mais aussi un impact au niveau de la santé des gens. Donc là, on voit un peu les chiffres. On voit que la ventilation, ça impacte 24%. Bon, c'est entre 20 et 30% de la rénovation énergétique, donc sur la partie économie d'énergie. Parce qu'on a des systèmes qui se régulent aussi en fonction des besoins et de la consommation des gens dans le logement. Et du coup, on insiste sur le fait que pour une rénovation réussie, il faut forcément qu'il y ait une ventilation calibrée et adaptée au bâtiment et aussi à la consommation et à l'utilisation des gens dans le bâtiment. On passe vite sur les diapos, il n'y avait rien d'autre à dire sur Non, c'était assez. On avait évoqué surtout les grandes lignes parce qu'en fait, il y a énormément de sources de polluants au niveau du bâtiment. Il y a les composés organiques, en fait, il y a tout ce qui est pollution dès qu'on a une activité dans le logement, quand on fait à manger, quand on se déplace, quand on fait des travaux. Donc, c'est des choses qui vont dégrader un peu la qualité de l'air au niveau du logement et qui vont pouvoir aussi dégrader le bâti. Et derrière, on va avoir un certain nombre de conséquences qui sont évoquées sur la diapositive suivante. C'est qu'il y a des dégradations au niveau du bâti et il y a des sujets au niveau de la santé. Il y a un chiffre qui est assez important, c'est qu'on a les interlogements qui sont, l'air à l'intérieur du logement est généralement pollué de 5 à 8 fois plus qu'à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément parlant pour les gens. Parce que les gens ont l'impression que toujours dehors, surtout dans la région parisienne, on a les rues qui sont polluées, alors que finalement, l'intérieur du logement est souvent beaucoup plus sujet là-dessus. Et du coup, on a aussi, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on a un enjeu de santé publique. Il y a des économies d'énergie qui sont à prévoir, mais il y a aussi une qualité d'air qui doit être assez forte pour avoir une bonne qualité d'air et pour que les gens soient en bonne santé, que le bâtiment aussi. Mais il faut que la ventilation soit aussi régulée et pas trop forte pour que justement on puisse conserver la chaleur du bâtiment et éviter trop de pertes de chaleur, comme c'est l'enjeu numéro 1 au niveau des économies.
Donc les 5 bonnes raisons pour de rénover son système de ventilation, ça va être d'améliorer la qualité de l'air, d'avoir un meilleur confort thermique, de conserver le bâti, parce que quand vous faites une rénovation globale, forcément, pour avoir des garanties, il faut que le bâtiment soit en bon état intérieur pour qu'il fonctionne bien aussi vers l'extérieur, d'avoir des économies d'énergie et d'augmenter aussi la valeur du bien, parce que c'est un vrai sujet. Alors, j'aimerais juste, avant de passer sur le questionnaire, Morgane, que peut-être qu'on revienne, merci Alain pour ces raisons, qu'on revienne sur la diapo juste sur les diagnostics, voilà, avec les différents types de bâtiments, avec les différents systèmes. La deuxième diapo de Thomas, sur lequel Thomas est passé très, très rapidement. Voilà. Peut-être pour le décrire un petit peu, les différents systèmes, parce que ça, on le voit dans Paris, finalement. Comment est-ce on peut se dire, mais comment est-ce que je repère que dans ma copropriété, j'ai tel système de ventilation ou pas? Alors aujourd'hui, quand on voit les 3 conduits qu'on retrouve à droite, qui sont des conduits de ventilation naturelle, le conduit Chinte, le conduit individuel ou le conduit Alsace, ce sont des conduits de ventilation naturelle qui sont non mécanisés. En fonction des années de construction des bâtiments, on va retrouver des conduits différents. Donc généralement, dans les années 1900, on avait ou des conduits individuels ou des conduits Alsace. En fonction, pareil, de l'année de construction, on va avoir des conduits qui vont être ou dans les pièces de vie ou dans les pièces humides. Et du coup, on va devoir s'adapter à ça. On va avoir aussi des types de conduits plus récents comme les conduits Chinte. Et après, depuis le 24 mars 1982, on a des conduits galvanisés parce qu'on a eu l'avènement de la VMC. Et du coup, tous ces bâtiments après 1982 sont construits avec des conduits galvanisés qui vont desservir l'ensemble des pièces humides. Il y a aussi la contrainte de la production d'eau chaude et de chauffage. Donc parfois, quand on intervient en avant-projet, parfois on donne des estimatifs et des solutions en contrainte avec ce qui est existant. Donc si par exemple, si on a des chaudières gaz individuelles et qu'il y a un projet de supprimer ces chaudières et d'avoir quelque chose de plus collectif, forcément, ça va avoir un impact sur la solution qu'on va pouvoir proposer derrière. Sur les conduits Shunt, ça c'est les conduits qu'on a fait dans les années 70, hein, c'est ça Entre les années 50 et 70, on a fait du conduit Shunt et du coup c'est un conduit collectif Ouais. qui est normé, beaucoup plus normé que les conduits individuels ou les conduits Alsace et qui nous permet généralement de faire des études un peu plus facilement et un peu plus rapidement. Quand vous faites un diagnostic donc, sur ces 3 conduits, ça consiste en quoi le diagnostic concrètement? Le diagnostic, nous, en fait, on a besoin de savoir déjà si les conduits sont viables et fonctionnels. Ouais. Donc, généralement, on va préconiser tout ce qui est passage caméra. Donc vous mettez une caméra dans le conduit, vous passez par le haut, alors donc du coup, j'imagine. Ouais, exactement, par le haut. Donc, on a besoin de vérifier leur vacuité, qui sont toujours en bon état. Et surtout, quand on est en copropriété, les conduits individuels qui peuvent prendre beaucoup de place au niveau des logements supérieurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans le conduit individuel, c'est qu'ils vont desservir individuellement chacun un logement. Mais c'est ce qu'on voit sur les à Paris, mais à Lyon, dans toutes les villes, on voit, il y a plein de cheminées qui sortent, c'est ça, hein, le conduit individuel, hein? Exactement. Et du coup, forcément, les conduits pour aller jusqu'au rez-de-chaussée, ils passent tous par le R+5, R+6, R+7. Ouais. Donc forcément, les gens qui sont au dernier étage ont un encombrement supplémentaire par rapport aux gens qui ont les logements au niveau du bas. Et parfois, il y a des copropriétaires qui vont les détruire pour optimiser la place, que le prix au mètre carré à Paris est assez important. Et du coup, ça peut être une contrainte, nous, pour mettre en place une ventilation si on n'a plus de conduit du tout. Ah oui, pas sympa. Donc ça veut dire j'ai détruit le conduit du voisin qui est en dessous. C'est ça, pour récupérer quelques mètres carrés. Exactement. Mais c'est des choses qu'on retrouve un petit peu. Donc c'est vrai qu'en copropriété, il peut y avoir souvent le sujet quand on est surtout sur des grandes hauteurs. Donc on a besoin de vérifier la vacuité, l'existence de ces conduits encore aujourd'hui. Donc oui, c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir un peu en amont, parce que s'il n'y a pas de conduit, il n'y a pas forcément de ventilation possible sans gros travaux. Parce que le but aussi, c'est d'intervenir le moins possible au niveau des logements et de réutiliser un peu ce qui est existant. Ouais, donc vous vérifiez que effectivement les conduits existent toujours, ils desservent le logement, vous passez de caméra, qu'ils ne soient pas obstrués. Qu'ils ne soient pas obstrués, qu'ils soient de la bonne taille aussi, Ouais. pour traiter l'extraction nécessaire. Donc on parle beaucoup des conduits, mais aussi le sujet des fenêtres, parce qu'on a parfois des fenêtres qui sont assez anciennes et qui sont parfois arrondies. Donc la mise en œuvre de pose d'entrée d'air, ça peut être aussi délicat. Je vois le public regarde les fenêtres là, tout de suite ici. Celles-ci, elles sont pas trop compliquées, mais on a des fenêtres qui sont plus délicates, qui sont avec des moulures ou d'époque, et du coup on peut avoir des problématiques pour la mise en œuvre d'entrée d'air. Donc voilà, on doit vraiment s'adapter aux conditions du bâti et imaginer d'intervenir le moins possible en logement. Donc c'est pour ça qu'on propose de réutiliser les conduits maçonnés sur tout ce qui est bâtiment d'avant les années 80,
parce qu'on s'imagine pas de tout percer et de passer des conduits Galvin un peu dans toutes les pièces. Ça serait des budgets énormes. Alors Giovanni, merci Thomas. Giovanni, on va revenir à vous. Alors, on va parler maintenant pilotage à distance. Quels sont les pièges à éviter et comment le pilotage à distance peut aujourd'hui transformer la gestion de l'énergie dans les copropriétés? Le pilotage à distance, il a plusieurs intérêts. La première, c'est d'avoir une vision de la chaufferie de façon dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction des consignes qui ont été données, des courbes de chauffe, le technicien a la possibilité, et la copropriété également, a la possibilité de visualiser le fonctionnement de sa chaufferie. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, on peut y ajouter et insérer. D'ailleurs, plus on lui donne d'informations à la connectivité, meilleur sera le résultat. On peut associer des relevés d'ambiance dans certains appartements qui permettent de savoir un petit peu où ça pêche. Est-ce qu'on atteint des températures ambiantes correctes dans les derniers étages ou dans les bas étages? Enfin, il y a vraiment une analyse à faire. Et l'avantage aussi d'une connectivité, c'est de pouvoir intervenir rapidement, d'avoir la réactivité nécessaire, soit pour changer une courbe de chauffe, soit pour dépanner à distance, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'intérêt de passer au pilotage connecté. Aujourd'hui, c'est vrai que l'immeuble parisien n'est pas globalement connecté. On retrouve la connectivité dans du tertiaire, on retrouve de la connectivité sur des très grands ensembles, mais dans l'immeuble parisien courant, il n'y a pas de connectivité. La voiture est connectée, mais pas l'immeuble. C'est ça. Alors Les que boîtes aux lettres sont connectées, mais pas les charges chauffage. Donc c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que, comme l'indique la slide, on a une surveillance permanente de l'installation. On peut anticiper les pannes et puis on peut corriger très rapidement. Une dérive, par exemple, sur une courbe de chauffe non adaptée, si le technicien intervient avec 3 ou 4 jours de retard, bah, c'est des surconsommations inutiles, alors qu'on peut le faire sur simple appel téléphonique, ou du moins, aujourd'hui, on peut aussi corriger par l'anticipation météo. Enfin, il y a quand même beaucoup d'avantages de passer à la connectivité. Maintenant, je voudrais revenir peut-être sur la slide précédente, où c'est vrai que beaucoup d'immeubles se posent la question d'individualiser le chauffage dans les appartements. Notamment quand le chauffage collectif, par exemple sur les immeubles à vapeur basse pression, c'est vrai que les gens se disent bon ben on va supprimer ce chauffage-là et on va individualiser les appartements. Attention pour 2 raisons. D'abord parce que un immeuble, quand il est prévu initialement d'être chauffé collectivement, il n'a pas isolé les planchers hauts et les planchers bas des appartements. Ça veut dire que un immeuble chauffé collectivement doit rester, si possible, chauffé collectivement. Individualiser va poser un problème parce que, en fonction des us et coutumes de chacun, eh bien, un appartement peut chauffer d'autres appartements. Si l'appartement au-dessus n'est pas habité, par exemple, ou très peu habité, eh bien, la personne peut avoir une surconsommation de son énergie. C'est pour ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui au sein du syndicat du GCCP pour individualiser les chauffages dans une collectivité. C'est-à-dire que là, notamment, avec un constructeur qui a étudié un robinet thermostatique qui permet aussi de faire office de répartiteur de frais de chauffage, mais également de pilotage individuel, c'est-à-dire que les gens ont la possibilité de piloter individuellement leur appartement tout en étant dans du collectif. Et ça, c'est intéressant. Avec des répartitions de charges aussi individuelles, alors, du coup. Exactement. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre, là aussi, de rendre autonomes les gens par rapport à leur mode de chauffage, de tenir une température ambiante
minimale qui permet là aussi de ne pas créer de déperdition entre les appartements. Et ça permet aussi, là aussi, de responsabiliser chacun. Donc c'est vraiment, on s'y penche sérieusement sur cette solution. On va, si elle peut se développer, se démocratiser, je pense que c'est vraiment la solution, plutôt que de passer à des chauffages individuels qui nécessitent des transformations. Alors que sur un chauffage collectif, il y a juste un équipement à mettre sur le radiateur, une centrale de commande et les choses sont rapidement faites. Donc voilà, la profession se penche quand même sur ces... Voilà, il y a des solutions techniques qui arrivent. Donc, si on avance sur les diapos, on avait. Alors, on peut revenir, Stéphane en a parlé. J'aimerais quand même apporter cette précision qui me paraît, moi, extrêmement importante. Aujourd'hui, la majorité des copropriétés pensent contrat de moyens. Pourquoi? Parce que le contrat de moyens, c'est le contrat le moins cher, c'est en fonction des installations. On donne à l'exploitant de chauffage les moyens de maintenir le confort du bâtiment. Mais ça ne peut pas jouer sur la performance. Alors qu'un contrat de résultat, lui, va permettre à l'exploitant, à la copropriété, d'être sensibilisé sur la réduction des frais de chauffage. Et c'est des contrats, alors, qui ne sont pas des contrats annuels, qui sont des contrats de durée, mais pour performer un bâtiment, ça ne peut pas se faire en un an. Parce qu'il faut vivre avec le bâtiment, il faut comprendre son inertie, il faut l'optimiser d'année après année. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas confondre contrat de moyens, contrat de performance. Ce sont deux choses différentes, mais si on veut du résultat, il faut un contrat de performance dont la connectivité permet aussi d'apporter. Après, il y a tout un tas de choses à entreprendre. Je crois que les 10 points évoqués par GADF sont intéressants parce que dégazer une installation, la désembouer, l'équilibrer, tout ça, ce sont des apports supplémentaires qui vont nous permettre de performer. Merci pour cette précision. Alors, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut espérer comme gain énergétique Alors, tiens, pardon, Morgane, on a, je m'embrouille, on a un petit sondage pour vous dans une autre fonctionnement. Et sortez vos portables, comme ça va vous remettre en mouvement. Là, c'est un nuage de mots. Donc, c'est très simple. Vous rescannez le QR code si vous ne l'avez pas, mais normalement, vous êtes sur l'application. Quels sont, selon vous, les principaux freins pour améliorer la performance énergétique de votre copropriété? Tiens, on vous laisse mettre quelques freins, là, des idées qui vous viennent en tête. Saisissez, vous faites valider et vous avez ça va apparaître à l'écran. Voilà. Pas qu'argent, hein. Voilà, cool. On va retrouver un peu aussi. On vous laisse saisir, comme ça vous. Les chaudières anciennes aussi, effectivement. Ça va me donner un peu de grain à moudre pour la suite, alors, du coup. Allez-y, saisissez vos. Les copropriétaires eux-mêmes, tous différents. Alors, oui, le coût des travaux, là, revient. Bon, là, il a remis en tête parce que, voilà, les copropriétaires, effectivement, il faut gérer les copropriétaires. Adrien, là, dans une copropriété, c'est complexe, cette décision de copropriétaire. Oui, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs différents, beaucoup de copropriétaires qui n'ont pas tous les mêmes aspirations dans la copropriété. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une importance à avoir au moins un petit groupe de copropriétaires qui soient motivés par le sujet et qui soient un petit peu moteurs dans la copropriété pour impulser un projet. Ouais. Et ça, c'est un travail que vous faites avec le président du conseil syndical. Vous avez des kits de communication pour les copropriétaires? Ouais, je peux en parler un petit peu après, mais effectivement, sur Coach Copro, il y a beaucoup de ressources et notamment comment impulser un projet de rénovation énergétique, comment motiver les copropriétaires et les syndics aussi sur ces sujets. Tout à fait. Ouais. Je voulais pas dévoiler. Alors là, on a beaucoup de choses qui apparaissent. Délai. Alors effectivement, les délais, c'est aussi un frein pour vous. Stéphane, là, sur les délais, quand on fait un projet de rénovation de chaufferie, c'est quoi les délais Alors, les délais sur l'accompagnement GRDF, on les évoquait tout à l'heure, hein. Nous, Les on est délais capable globaux. de se mobiliser très rapidement sur des projets.
J'allais dire surtout, pour moi, pour répondre à la question des délais, je pense que la réponse, elle vient surtout sur l'anticipation, plus que sur le délai en tant que tel. En clair, quand on va faire des travaux sur une installation énergétique, on va plutôt préférer les faire en été plutôt qu'aux mois les plus rigoureux, déjà, tout simplement. Donc ça, je pense que dans la programmation des sociétés d'exploitants et de travaux, c'est quelque chose qui se fait bien à partir du moment où on l'a anticipé. La notion de délai, là où elle peut devenir très tendue, c'est si à un moment donné, on n'a pas anticipé les difficultés ou la rénovation des équipements et qu'on se fait surprendre forcément au moment où on en a le plus besoin. Voilà, bon, on va pas rester plus longtemps sur cette diapo, mais on voit que le budget revient aussi. Il y avait le syndic aussi, mais je ne vais pas vous interroger, sinon on va passer beaucoup de temps. Donc, Stéphane, de votre côté, quels sont les gains énergétiques observés lorsqu'on modernise une chaufferie? Et puis, quand on met en place aussi l'hybridation, parce qu'il y a un sujet, Giovanni en a parlé tout à l'heure, l'hybridation gaz et électricité. Hein. Alors, quand vous allez faire des travaux de rénovation sur vos installations, donc pour ma part, je vais parler en particulier des installations gaz, mais on pourrait évoquer des gains encore plus importants sur les personnes qui sont encore chauffées au fioul. Vous avez eu un saut technologique entre les chaudières qui sont encore très répandues, mais qu'on qualifie maintenant d'ancienne génération, et maintenant les chaudières dites à condensation, autrement appelées à très haute performance énergétique. Donc c'est des installations en fait qui ont eu un saut technologique, et effectivement on en a eu un deuxième plus récemment qu'on va appeler les solutions hybrides, les installations hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont mêler une installation gaz et électricité avec un mixte d'une chaudière très haute performance énergétique et d'une pompe à chaleur. Donc ça va être tous ces équipements en fait vont se voir en fonction des configurations et puis des coûts aussi. Hein, on en parlait juste avant hein, dans le sondage. Et donc GRDF a une expertise sur ces différents équipements. Et pourquoi GRDF a une expertise sur ces différents équipements? Il faut bien le comprendre. C'est qu'à l'origine, un des métiers de GRDF, c'est de raccorder les nouveaux bâtiments. Tout simplement. Mais quand vous raccordez des nouveaux bâtiments, un nouveau bâtiment, c'est un objet qui va arriver avec un environnement normatif plus contraignant et donc avec des installations techniques plus performantes que n'étaient été les immeubles des anciennes générations. Et donc, pour accompagner ces systèmes les plus performants sur le neuf, c'est ça qui a apporté l'expertise technique de GRDF. Et aujourd'hui, cette expertise technique qui est issue du neuf, eh bien, on peut la réutiliser sur des projets de rénovation dans le bâti existant. Alors, peut-être que sur les slides suivantes, on va revenir plus particulièrement. Donc, le premier saut technologique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les chaudières à condensation, dites aussi de très haute performance énergétique. Donc, c'est des chaudières qui sont basées sur une combustion humide, même si ça peut paraître assez contre-intuitif. Et cette combustion humide, elle va apporter en fait un saut technologique par rapport aux anciennes générations, avec une amélioration du rendement. Et donc, on va pouvoir constater des gains tout en restant sur une simple chaudière. Hein. Donc, comme le disait Giovanni tout à l'heure, on ne se lance pas dans des travaux pour aller changer des systèmes de distribution ou avoir une révolution. Juste, en fait, en changeant cette technologie-là, vous allez avoir un gain déjà substantiel. C'est une technologie qui, par contre, va demander, on va le revoir en particulier quand on va aussi parler d'individuel, parce que c'est une technologie qui s'adapte à la fois à l'individuel et au collectif, une adaptation sur l'environnement qui est autour, parce qu'on va avoir des fumées humides, et donc il va falloir avoir une technologie appropriée pour les évacuer, ces fameuses fumées humides. Voilà. Donc sur cette slide-là, vous avez des ensembles qui vous illustrent un petit peu les caractéristiques des chaudières. Alors déjà, d'une façon générale, quand on fait un comparatif par rapport aux différentes solutions énergétiques, le gaz est généralement une solution très compétitive, parce qu'une chaudière, même de nouvelle génération, ça reste quand même un élément assez robuste et basique. Donc vous allez avoir de fait un coût qui n'est pas très élevé et une durée de vie importante rapportée à d'autres. Comme vous le disiez tout à l'heure, je vous le disais, en fait, vous allez avoir des économies d'énergie immédiates. On les chiffre, on les estime de 15 à 30%. Ça peut aussi avoir un impact sur l'étiquette énergétique du bâtiment, puisque de fait, vous allez réduire la consommation rapportée au mètre carré. Donc, possiblement, vous allez pouvoir changer d'étiquette. Et si en plus, vous accompagnez ça d'une rénovation, vous allez avoir des effets cumulatifs. Et puis, bien entendu, ça apporte, comme vous avez un meilleur rendement, vous consommez moins, vous émettez moins de CO2, vous avez un meilleur confort,
Voilà. Donc vous cumulez en fait un ensemble d'avantages à faire ce saut technologique de chaudière de nouvelle génération. Voilà. Et le deuxième saut, qui lui est plus récent, hein, qu'on appelle maintenant les packs hybrides, pompe à chaleur hybride. Alors hybride pour hybride mélange gaz et électricité. Donc ça, typiquement, ce sont des équipements qui ont été apportés et éprouvés par les fabricants de chaudières, qui maintenant proposent tous ces équipements sur étagère, si je peux le dire comme ça, qui ont été apportés par les dernières évolutions normatives dans le bâtiment neuf. Les fameuses normes RT12 et maintenant RE 2020. Voilà. Donc, qui apportent des standards de consommation les plus rigoureux du marché. Alors, quel en est le mode de fonctionnement? Pourquoi on est allé sur ces systèmes d'hybridation? C'est que ces équipements, en fait, ils se complètent intelligemment. Pourquoi ils se complètent intelligemment? Parce que quand vous êtes en été ou en demi-saison, vous pouvez utiliser une pompe à chaleur. Elle va être dans son régime de fonctionnement qui va être le plus favorable, le plus optimal. Et donc, avec cet équipement-là, eh bien, vous allez pouvoir couvrir une grande partie de votre consommation pendant toute l'année, ou quasiment toute l'année, un talon de votre consommation qui, lui, va être complètement décarboné. Et par contre, les pompes à chaleur, quand vous arrivez en hiver, leur rendement se dégrade, et même se dégrade fortement. Et dans ces cas-là, eh bien, il est plus pertinent d'avoir une chaudière, parce que vous allez avoir des températures très, très rigoureuses et un fort besoin de chauffage. Donc, comment on va faire marier ces deux équipements? Eh bien, en fait, vous allez avoir une régulation entre ces deux équipements et elle va automatiquement basculer de l'un à l'autre en fonction des conditions climatiques extérieures. Et de ce fait, vous allez avoir un meilleur rendement tout au long de l'année. Donc, cette installation de pack hybride, elle a un double avantage. Elle a un avantage que vous allez avoir le meilleur rendement du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un impact sur la baisse de votre consommation. Ça va être très net. C'est un saut technologique. Et le deuxième point, c'est que vous allez avoir une grande partie de votre production d'énergie qui va être basculée sur l'électricité et qui va être décarbonée d'autant. Donc là, vous allez avoir un deuxième effet, c'est que vous allez avoir un effet sur l'étiquette énergétique de votre bâtiment qui va être aussi grandement amélioré. Voilà. Donc, ce type de système-là, GRDF peut accompagner les copropriétés pour déjà leur donner des ordres de grandeur en leur disant, est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? On évoquait tout à l'heure, quand vous êtes dans une copropriété, il y a des éléments de où est-ce qu'on peut mettre les équipements, comment on peut évacuer les calories, les fumées, etc. Donc ça, on va regarder ça. Et on va avoir un autre accompagnement qui va consister en comparant cette solution par rapport à d'autres. On parlait des coûts tout à l'heure dans votre sondage. Typiquement, c'est de regarder en coût global, c'est-à-dire combien de temps on met pour rentabiliser cette installation par rapport à une autre, typiquement avec une chaudière à condensation basique, si je puis dire, comme ça, par rapport à ce type d'équipement. Voilà. Donc GRDF accompagne les copropriétés sur ce nouveau saut technologique que constituent les pompes à chaleur hybrides. Je vais passer sous. Ah voilà. Voilà. Et alors, donc là, les pompes à chaleur hybrides, c'est plus particulièrement adapté sur du chauffage collectif. Et vous avez un deuxième sujet qui concerne les chaudières individuelles. Alors nous, chez GRDF, on a voulu se concentrer sur un sujet qui pourrait apparaître une niche comme ça, mais qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire toutes les chaudières individuelles qui sont raccordées sur des conduits collectifs. Alors pourquoi c'est pas une niche? Parce qu'on estime aujourd'hui en France qu'on a environ 1 million de logements qui sont dans cette configuration-là. Donc 1 million de logements, c'est absolument colossal. Et sur cette masse de logements colossale, vous allez avoir, comme on le disait tout à l'heure, 1 million de logements, ça c'est au niveau France. France, hein. Au niveau France, voilà. Et sur ces logements, vous allez avoir des conduits avec évacuation naturelle ou des conduits avec ventilation, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, ça pose un vrai sujet de connaissance du bâtiment. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, je vous peut-être le voir sur la slide suivante qu'on a voulu assez illustrative, si on peut la partager, pour justement montrer un petit peu les différentes configurations des logements. Parce que déjà, on n'a pas toujours l'information en fait dans la copropriété. La copropriété ou le syndic n'ont pas toujours en fait ce niveau d'information. Donc, vous pouvez déjà voir par rapport à l'aspect visuel ou à l'année de construction de l'immeuble,
déjà des indices forts pour savoir en fait vers quel type de système vous pouvez être. Donc soit vous êtes dans des systèmes individuels, et là j'allais dire qu'il y a plus des questions, comme on l'évoquait tout à l'heure, de travaux. Mais pour nous, chez GRDF, on considère qu'on n'a pas une trop grande valeur ajoutée à apporter là-dedans. Par contre, sur les systèmes avec conduit collectif, c'est là qu'on propose un accompagnement bien spécifique. Donc là, encore une fois, un accompagnement technique et un accompagnement financier. Alors pourquoi ? Parce que quand on est dans ces configurations-là, et c'est peut-être illustré sur la slide suivante, en fait, vous devez avoir une compatibilité entre la chaudière et le conduit. Dit autrement, vous ne pouvez pas mettre une chaudière de nouvelle génération sur un conduit d'ancienne génération. Typiquement, vous allez produire des fumées humides, vous n'allez pas les mettre dans un conduit qui n'est pas étanche. Voilà. Et ça pose, vous parlez tout à l'heure de la prise de décision, cela pose une vraie question parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être sur une décision collective sur un sujet qui est à la frontière entre l'individuel et le collectif. Donc, comme on a bien conscience chez GRDF que ce n'est pas un sujet qui est toujours facile à appréhender pour une copropriété ou pour un syndic de copropriété, eh bien, c'est pour ça qu'on propose un accompagnement bien spécifique pour faire les contours techniques des enjeux de ces remplacements de chaudières, pour faire une vision d'ensemble de quels sont les coûts engagés et pour aussi aider financièrement les copropriétés à faire cette bascule. Parce qu'on a bien conscience que tout le monde n'aura pas acheté sa chaudière au même moment, qu'on n'aura pas des équipements qui seront dans leur même cycle de vie et que donc ça générera des discussions au sein même de la copropriété. Mais c'est un sujet assez fondamental de s'occuper de ça parce que si on ne s'en occupe pas, ça veut dire que l'on prive d'autant des personnes qui veulent changer leur chaudière, de pouvoir mettre des installations, j'allais dire, aux standards les plus efficaces qui existent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment un focus que nous avons, nous, là-dessus, sur le cas particulier des chaudières individuelles. Oui, 1 million de logements, c'est pas rien non plus. Il y en a quelques-uns. Donc, Thomas, alors pour rebondir là-dessus, puisque finalement, Stéphane nous a presque passé la parole, effectivement, la ventilation, là, elle devient centrale sur les chaudières individuelles gaz. Elle devient surtout très spécifique en fait. Comme on le voit sur le schéma, bon pareil, il faut zoomer un petit peu. Mais en fait, on va avoir une extraction qui va se servir de la chaudière ou du chauffe-bain qui se retrouvera en logement à partir du moment où il est non étanche. Donc, ce qu'on a appelé chaudière d'ancienne génération, donc chaudière type B1. En gros, on va appeler ça comme ça. Et après, on va avoir un deuxième moteur d'extraction qui va extraire tout ce qui est pièces d'eau sans évacuation de gaz brûlé. On n'a pas le droit de mélanger ces types de gaz. En fait, il y a des normes qui sont assez particulières. Ah, on peut pas les passer dans le même conduit, alors finalement. Ouais, alors, il y a plusieurs règles, mais ça va dépendre aussi du conduit. Mais on n'a pas le droit d'avoir d'action de regroupement de conduits d'extraction de gaz et de conduits d'extraction d'air vicié. Comme on le voit, en fait, pour avoir un fonctionnement de système général et permanent par balayage, on est obligé d'extraire dans toutes les pièces d'eau, donc salle de bain, toilette, cuisine, cellier ou buanderie s'il y a. Et faire une amenée d'air au niveau des pièces sèches. On fait un étalonnage de porte et il faut que l'air puisse circuler dans tout le logement de cette façon. À partir du moment où on ne mécanise pas la chaudière, on risque d'avoir du refoulement dans le logement ou de tirer du gaz à partir d'une autre pièce. Donc il y a un risque de danger et puis il y a un risque aussi que la chaudière s'arrête. Je vais revenir un peu là-dessus sur les conduits après, parce que finalement les conduits ont beaucoup de sens. Non, sur la diapo suivante, les conduits ont beaucoup de sens. Voilà. En fait, on a 3 types de conduits bien distincts. Et ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser des conduits collectifs pour modifier sa chaudière et pour passer par exemple des chaudières dites étanches ou à condensation. Donc on n'a pas le droit de le faire parce que les conduits collectifs, comme les conduits chiens et déjà appartiennent à la copropriété. Et du coup, on ne peut pas se permettre de son simple arbitre de modifier ce conduit ou d'intervenir sur ce conduit-là. Par contre, sur les conduits individuels, qui eux appartiennent individuellement à chaque logement, on pourrait le faire. Par contre, ça a un gros impact sur les systèmes de ventilation. Sur le conduit Chintz, quand on a des chaudières type B1, tout à l'heure je disais qu'on n'avait pas le droit de regrouper. Si elles sont déjà regroupées, on peut très bien avoir à un étage une chaudière à type B1 à extraction d'air dans le logement. Et à l'étage du dessous, on peut avoir un ballon d'eau chaude. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Par contre, si sur des conduits individuels, on a à chaque étage un système de ventilation différent, on va être obligé de mettre un caisson d'extraction différent sur chaque conduit. Et du coup, il y a des coûts qui sont très très forts. Donc nous, on va généralement inciter les propriétaires à passer sur des solutions collectives, parce que du coup, ça sera beaucoup plus simple pour traiter la ventilation.
ou de passer sur des chaudières à condensation. Mais la problématique, c'est que si jamais on n'a qu'un seul conduit au niveau du logement, on ne pourra pas forcément l'utiliser pour ventiler s'il est utilisé par la condensation. Et si jamais on a une solution pour passer en façade, il faut aussi que la ville de Paris accepte qu'il y ait création de rejets en façade pour la chaudière à condensation. Donc souvent, c'est un sujet central, la chaudière. C'est une des questions prioritaires qu'on va poser, nous, quand on commence un projet. Quel est le système de production d'eau chaude et de chauffage au niveau d'un bâtiment? Ouais. Ensuite, on va avoir d'autres dimensionnements qui seront importants. Ça va être la taille du bâtiment, le nombre de logements, la configuration. Mais à partir du moment où on a des chaudières gaz, ce sont des systèmes qui sont déjà plus coûteux et plus individuels, donc qui sont plus problématiques à dimensionner. Donc là, c'est plutôt une description de l'ensemble de nos systèmes de ventilation, parce que nous, on intervient un peu sur tout type de bâtiment. Donc on a des systèmes qui vont être plus récents, de type VMC pour tous les bâtiments d'après les années 80, et on aura des solutions dites basse pression qui vont traiter les bâtiments d'avant les années 80, comme on voit sur la diapositive précédente, qui vont s'adapter justement à tous ces conduits maçonnés. On peut passer un petit peu. Donc il y a aussi là, un impact au niveau de la consommation électrique et de la consommation au niveau de la perte de chaleur au niveau des logements. Nous, on a développé quelque chose qui s'appelle la VAR, la vitesse autorégulée, qu'on trouve sur presque tous les systèmes de ventilation existants aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on ne peut pas appliquer à partir du moment où on extrait des chaudières gaz pour des raisons de sécurité et de normes. Donc tout à l'heure, je l'avais un peu expliqué. On a besoin d'avoir une ventilation qui va être prévue avec une extraction dans l'ensemble des pièces humides, salle de bain, toilette, cuisine. Donc c'est représenté par les flèches rouges. Et l'amener d'air qui va se faufiler par les fenêtres et passer sous les portes. La ventilation générale est pilotée par tout ce qui est bouche entrée d'air. Donc ça va être les organes d'extraction et d'entrée d'air. Donc c'est eux qui vont piloter avec une ouverture et une fermeture en fonction de l'humidité et du taux d'humidité des pièces. Et après, le moteur, avec sa vitesse autorégulée, va s'adapter à la pression qui va y avoir dans le conduit. Donc, si jamais les bouches sont fortement ouvertes parce qu'il y a une grosse demande, il y a beaucoup d'humidité, c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande d'extraction d'humidité, le moteur va accélérer et adapter sa vitesse en fonction. Si l'effet inverse, on a les bouches qui se ferment, par exemple, si des gens sont absents pendant un mois dans le logement ou toute la journée, il n'y a pas de nécessité de les surventiler, de faire perdre la chaleur du logement. Donc, c'est des choses qu'on peut appliquer, par exemple, uniquement quand il n'y a pas de gaz brûlé à extraire. Donc c'est vrai que c'est un point assez central. Je reviens un petit peu pour présenter un peu VTI. On est une entreprise qui a 40 ans d'existence. On a réhabilité 45 000 logements en Île-de-France, en France l'année dernière, dont un peu plus de 20 000 en Île-de-France. Donc du coup, on est sur une action qui est assez croissante. On réhabilitait, je crois, il y a 4-5 ans, une dizaine, à peu près 10 000 logements. Donc on sait que c'est un sujet qui est devenu un peu plus central, la ventilation, donc qui est plus à l'écoute. Et du coup, on est considéré souvent en début de chantier et en phase conception des projets, pour justement ne pas avoir de problématiques de ventilation par la suite. Alors, j'avais des questions pour vous. Là, j'ai plein de questions. Je ne suis pas rentré dans les mêmes diapos, mais on va y venir après. Allez, on va continuer. Alors, merci Thomas. J'arrive, excusez-moi, je me suis perdu. Voilà. Ah oui, on s'était dit, Stéphane, qu'on ferait un petit focus là sur le gaz vert. Effectivement, je crois que vous avez une ou deux diapos. Oui, je vous ai préparé. Est-ce que le gaz peut être vert? Il n'est pas vert physiquement. Hein, quand vous dites vert, c'est Effectivement, c'est intellectuellement. Exactement, c'est très intellectuel. Il n'est pas vert physiquement. Il est vert au sens que l'on associe souvent à la couleur verte, et on va dire qu'il est vertueux, sans mauvais jeu de mots. En fait, quand on parle de gaz vert, on parle de biométhane. C'est-à-dire que le gaz que l'on utilise, dit gaz naturel, en fait, qu'on va trouver dans la nature, c'est du méthane. Et c'est du méthane, donc c'est un gaz fossile, dans le sens où on va aller chercher du carbone. Et là, pour le coup, c'est pas vertueux du tout, et le remettre dans l'atmosphère. Le principe du biométhane, justement, c'est de réutiliser du méthane qui est dans la nature. Je pense qu'on peut rester sur la slide précédente, si vous le voulez bien, du gaz qui est déjà dans la nature, en fait, pour le recapter et ensuite le réinjecter dans le réseau.
la production de biométhane, c'est à partir principalement ou majoritairement, on va dire, de déchets agricoles. Donc, en fait, vous avez de la biomasse qui a capté le carbone qui était dans la terre et dans l'air, et on va retraiter les déchets dont on ne fait rien. Ces déchets, on va les récupérer en fait pour fabriquer du biométhane, et ce biométhane, on va le réinjecter dans le réseau. Donc aujourd'hui, je vous ai mis des grands chiffres là-dessus. Alors d'abord, sur la source de l'ADEME, elle a évalué le biométhane à 23 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Ce chiffre-là, c'est un chiffre qui représente 10 fois moins d'émissions que le gaz naturel. Donc vous imaginez, c'est 90% moins, donc c'est absolument colossal. Et pour vous donner un comparatif par rapport à d'autres ENR, le photovoltaïque, par exemple, c'est évalué à 30 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu un ordre de comparatif. Dans les faits, c'est un gaz qui est complètement neutre en carbone, parce que je vous le disais, on vient reprendre du carbone qui était déjà à l'état naturel pour le remettre dans l'état naturel. Donc la seule production en tant que telle, aujourd'hui, c'est le process qui fait ça. C'est le process, mais l'opération, elle est complètement neutre en carbone. Aujourd'hui, on produit en France 15 TWh de biométhane que l'on remet dans le réseau. 15 TWh, pour vous donner un ordre de grandeur, ou 2 ordres de grandeur plutôt, si on compare à de l'électricité, c'est l'équivalent entre 2 et 3 tranches nucléaires. Et sur la totalité du gaz qui circule, aujourd'hui, c'est assez modeste, puisque là, ça représente 3 à 4% de la consommation de gaz. Donc vous voyez qu'on a encore du chemin à faire devant nous. GRDF est engagé, qu'aujourd'hui c'est son plan d'entreprise, dans un plan qui s'appelle Mission Décarbonation. Et l'objectif, c'est de substituer la totalité du gaz fossile dans le réseau par justement du biométhane. L'objectif en termes de... C'est à quelle échéance? 2050, c'est Alors ça? c'est ça, c'est à 2050 Ouais. d'avoir éradiqué le gaz fossile pour le remplacer par du biométhane. Et on a eu des jalons intermédiaires dans le passé que nous avons atteints et même dépassés. Nous avons un prochain jalon qui est d'atteindre 20% de production à horizon 2030. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certains départements atteignent déjà, voire dépassent les 20% de production de biométhane. Et ça peut paraître assez lointain, mais en Île-de-France, vous avez par exemple le département de Seine-et-Marne. Aujourd'hui, la production de biométhane en Seine-et-Marne représente déjà 20% de la consommation de ce même département. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait tangible, et qu'on le retrouve aujourd'hui dans d'autres régions de France, dans le Grand Est ou en Bretagne par exemple. Donc vous avez sur cette slide quelques illustrations. Illustrations de ce que peut donner en fait différentes sources pour fabriquer du biométhane. Donc, c'est beaucoup aujourd'hui des exploitations agricoles. Donc, on va récupérer des déchets dont on ne fait rien, de cultures céréalières, par exemple. Ça peut être nous aussi, tout autour de la table, qui sommes une source de production de biométhane. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2024, nous sommes censés trier nos biodéchets. Nos déchets pour prendre les biodéchets ménagers. Et ces déchets ménagers, ils peuvent aussi être une source pour demain aller faire de la production de biométhane. Oui, ils ont installé partout dans Paris, là vous avez dû voir peut-être, et j'imagine dans plein d'autres villes en France, des composteurs. Hein. Alors ça peut être une autre voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les déchets ménagers, effectivement, une collectivité locale, elle a deux choix. Elle peut prendre une partie de ces déchets pour aller en faire du compost, ou elle peut prendre une partie de ces déchets et les mettre à destination de filières de biométhane. J'allais dire que ça, c'est après plus un choix de politique publique et d'aménagement urbain qui peut être lié soit parce qu'on a à proximité, dans un périmètre géographique raisonnable, des moyens de collecte et un centre de retraitement. Ou alors, si on en est loin, on va plutôt aller vers du compost. Mais ça peut aussi avoir des désavantages, des fois, le compost sur l'aménagement urbain. Voilà. Et à partir de ça, vous voyez, on peut transformer ces productions de sources en déchets organiques. Ces déchets organiques, ils vont devenir de la production de biométhane. Et ensuite, là, vous avez les chiffres sous les yeux. Cette production de biométhane, elle va être réutilisée pour du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. On la trouve aussi sur de la mobilité lourde. Voilà. Donc, on voit bien, je trouve, tout le côté circulaire de cette logique-là, c'est-à-dire qu'on va réutiliser quelque chose, on va réutiliser déjà une activité humaine, on va réutiliser déjà des éléments naturels pour les réinjecter dans nos propres besoins de consommation.
Voilà, c'est le cycle vertueux. Il y avait quelques questions. Tiens, je vais en prendre vite fait. Il y a beaucoup de questions, hein. Il y a plus d'une centaine de personnes avec nous là en direct. VTI est-il un bureau d'études ou bien d'entreprise? Ça, c'est pour vous. Finalement, vous faites les deux, mais j'ai bien compris. Mais Alors, on est une entreprise, on est fabricant de systèmes Ouais. de ventilation et du coup, on développe ces solutions avec un bureau d'études interne. Donc, qui intervient, qui nous accompagne et qui va accompagner les bureaux d'études de conception-réalisation. Une autre question un peu technique, hein. La mise en place d'une VMC pour vous, Thomas, VMC individuelle dans un immeuble est-elle pertinente quand on réalise une ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur, mais sans rénover les menuiseries peu étanches à l'air? Question technique, hein. Je vous avais prévenu. J'ai les menuiseries qui sont peu étanches à l'air. Non, mais dans tous les cas, installer une ventilation, ça va permettre d'avoir une meilleure qualité d'air intérieur et mieux contrôler. Après, il est évident que ça va pas résoudre tous les problèmes de perte de chaleur du logement. Mais dans tous les cas, ça sera positif pour la qualité d'air intérieur. Alors, j'en prends une autre. Que périodisez-vous, pardon, ça c'est pour peut-être Giovanni, lorsque le réseau de distribution est vétuste de chauffage? J'imagine des tuyaux rouillés. Ah bah s'il est vétuste, il faut le changer. Il n'y a pas d'autre choix, mais là on parlait production hein, dans tout notre développement, on parlait de la production de chaleur. Après les réseaux internes, radiateurs, tuyauterie, bah, ça se répare, ça se remplace. Une question, c'est sur le pilotage. Est-ce que le pilotage à distance, c'est possible dans n'importe quel type de chauffage collectif, d'immeuble collectif? Oui, sur le principe. Après, il y a des études d'implantation qui sont différentes en fonction des situations, mais sur le principe, oui. Et puis une dernière, quid de la VMC gaz? C'est quoi la VMC gaz? La VMC Gaz, ça va être une VMC installée sur des bâtiments d'après les années 80. Ouais. Et en gros, il y a des organes de sécurité qui s'appellent les DSC. C'est des dispositifs de sécurité collective qui, à partir du moment où le moteur tombe en panne, coupent l'ensemble des chaudières pour éviter d'avoir du gaz au niveau du logement. Donc, c'est pas des choses qui ont été présentées aujourd'hui. On était plutôt sur des systèmes d'extraction gaz sur conduit maçonné qui fonctionnent avec une sécurité positive. Donc, c'est pas le même fonctionnement du coup. Ouais. Voilà. Donc il y a encore plein de questions, mais je peux pas toutes les prendre. Merci Thomas. On avait dit qu'on terminait avec vous pour l'APC, hein, Adrien, que vous allez nous présenter les petites différentes ressources que peut trouver un copropriétaire. Là, il y a 2 diapos et puis ensuite on a un petit quiz. Oui, alors sur Coach CoPro, donc comme j'ai dit, il y a pas mal de documentation, de ressources, beaucoup, ouais, un certain nombre, du coup, qui sont répartis en 3 grandes thématiques. Donc la première, c'est tout ce qui va concerner le diagnostic. La deuxième, c'est tout ce qui va concerner l'étude de conception. Et ensuite, il y aura des ressources sur tout ce qui concerne la mise au vote des travaux et les travaux en soi. Donc là, je mets un petit exemple sur un des documents qu'on peut trouver sur Coach CoPro. Donc là, c'est sur l'individualisation des frais de chauffage, donc il y a un document qui a été fait par l'ADEME, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez voir par exemple voilà, en quoi ça consiste exactement, quels sont les différents types de comptages individuels qu'on peut mettre en place, des retours d'expérience et des cas concrets aussi. Donc là, ça c'est juste un exemple, il y a beaucoup de documentation très complète qui sont faites par plusieurs organismes et qui sont centralisées sur Coach CoPro. Encore une fois, pour les copropriétaires, mais pas que. Aussi, les professionnels peuvent consulter ces documents. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez aussi sur Coach CoPro, alors la slide juste avant toujours, une partie projet réalisé qui permet de voir en fait à l'échelle d'un territoire tous les projets qui ont été réalisés et suivis par Coach CoPro et mettre un certain nombre de filtres, notamment un filtre énergie renouvelable qui permet de voir les différents projets qui ont mis en place un type d'énergie renouvelable sur leur copropriété et voir pour chaque projet quels ont été les acteurs qui sont intervenus, le coût des travaux, le programme de travaux, enfin voilà, beaucoup d'informations qui peuvent inspirer aussi les copropriétaires qui se posent la question de la rénovation dans leur copropriété. Donc ça, c'est le premier point sur Coach CoPro. Et ensuite, du coup, dans la slide suivante, j'avais plutôt, il y a plutôt des outils qui sont propres à l'Agence parisienne du climat pour accompagner les copropriétés parisiennes. Donc, on a des référents énergie renouvelable au niveau de l'association. Par exemple, sur le photovoltaïque, où du coup, on a un pôle qui peut mettre en place des études gratuites du potentiel solaire de la toiture et accompagner derrière le projet.
Donc ça, c'est un premier point. Et on a également une personne qui s'occupe de la chaleur renouvelable, donc hors réseau de chaleur, qui permet de voir avec les copropriétés, voilà, quelles sont les possibilités de mettre en place des systèmes de chaleur renouvelables. Voilà, dans tous les cas, la première démarche à faire, ce sera évidemment de s'inscrire sur Coach CoPro et de contacter le conseiller. Et ensuite, après étude du sujet, on fera le lien avec les personnes référentes sur le sujet. Donc voilà, la première des choses, c'est le conseiller Coach CoPro, si possible le plus en amont du projet, comme j'ai dit, pour qu'on puisse anticiper au maximum les besoins de la copropriété et avoir derrière un projet qui soit vraiment cohérent. Ouais, je crois qu'il y a, de mémoire, vous allez me contredire sûrement. Je crois qu'il y a 45 000 copropriétés dans Paris et il y en a la moitié à peu près qui sont sur Coach CoPro, c'est ça déjà? Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur le 19e arrondissement, là où je suis, il y a plus de 55% des copropriétés qui sont déjà sur Coach Ils CoPro. sont inscrits sur Coach CoPro. Mais il en manque encore pas mal, donc on invite vraiment les personnes à s'inscrire. Voilà, c'est un super service. Merci à vous d'accompagner les copros. Merci à vous. À bientôt. Oui, Au merci. revoir.